un des moyens pour réduire la dette, c'est d'arrêter d'acheter ailleurs ce qu'on pourrait faire chez nous. Là, franchement, ça déraille, quoi. Le pouvoir public, la balle est dans votre camp, je ne peux pas me battre tout seul. On ne peut pas se battre tout seul avec nos équipes. Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec mes invités, on parle des blocages, mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Le Bolloc, le fondateur d'HCare, spécialisé dans le mobilier médical français. Alors Jean-Michel, tu es le patron d'HCare, un acteur majeur de l'industrie medtech française. Concrètement, vous vendez quoi chez HCare ? Alors on est un peu spécifique parce qu'on est sur tous les marchés, hôpitaux, maisons de retraite et domiciles. Beaucoup de dispositifs médicaux, donc pour les plus connus, pour tout le monde, des lits médicalisés, mais aussi des fauteuils ambulatoires, des chariots de soins, et à l'autre bout du spectre, par exemple sur le domicile, des béquilles, des chaises percées pour les WC, des aménagements de toilettes, etc. etc. Voilà. Au total, on fabrique et des millions de produits en France, et des dizaines de milliers de produits pour les grandes collectivités. Et quand tout le monde disait il faut aller produire hors de France, toi tu as dit non, je produis en France. Pourquoi tu as fait ça ? Alors, j'ai fait ça avec toute la difficulté qu'il y a d'arriver de le mettre en place. C'est-à-dire qu'on peut produire en France, mais si on intègre tout pour ne pas perdre de la marge à droite à gauche. Donc le projet HCare, c'est un peu ça. C'est de dire, si on fabrique tout, on s'en sort. Et donc maintenant, on le met en place. Et pour le faire, on a demandé à des sociétés de nous rejoindre. On a intégré plus de 9 sociétés en très peu de temps. Ah oui. Et maintenant, on consolide l'industrie. Erdogène, des vieilles sociétés françaises. Il faut savoir que la France était autonome en fabrication à l'hôpital, en EHPAD et à domicile, était autonome, fabriquait tout il y a 40 ans. C'est loin d'être le cas désormais. Alors, et on est en train de recréer ça. Voilà. Erdogène existe depuis 1860, Corona 1954, très vieille boîte, BMB les années 70. Donc à partir de ça et de cette force, on consolide et on fabrique tout en interne. Donc on a beaucoup de technologies à bord. Et donc il y a combien d'usines aujourd'hui ? On a 2 énormes usines et 3 sites un peu spécialisés. Parce que tu imagines que quand on fabrique des fauteuils ambulatoires, on a besoin de vraiment, c'est très spécialisé. Donc on a des ateliers qui sont spécialisés. On n'a pas vocation à faire une seule grosse usine. Et donc tu emploies combien de personnes aujourd'hui ? Total, 450 personnes. Et le chiffre d'affaires de HCare ? 70 millions d'euros. Et la part générée en France, c'est combien ? Tu veux dire le chiffre d'affaires France et export ? Tu veux dire, 25% on le fait à l'export. Et à l'hôpital, 50%. C'est curieux, mais on n'arrive pas à convaincre les acheteurs de faire confiance à la France. Et on travaille sur le sujet, quoi. Faut qu'on les convainque, faut qu'on y aille. Voilà. À l'hôpital ou dans... À l'hôpital. Ou à l'EHPAD ? À l'hôpital. En EHPAD, non, en EHPAD, il y a une vraie culture de prendre des produits français. Quand tu dis hôpital, c'est public, donc ? Oui, hôpital public, ouais, et curieusement, le privé est plus facile à convaincre. L'hôpital public est corseté par un code des marchés publics très européen qui nous dessert, et on travaille dessus. Alors, en innovant, exemple, on s'intéresse beaucoup au silence à l'hôpital. Il faut savoir qu'il y a le même bruit que dans un bar de trentenaire un peu agité. Et on travaille dessus, on a mis des amortisseurs sur tout ce qui bouge, des choses comme ça. Et de l'autre côté, on travaille le côté environnement, où on a intégré des matières végétales retraitées. Donc voilà, on innove beaucoup. Face à la concurrence américaine et aussi tchèque. Beaucoup de tchèques, sur les lits par exemple. Donc qu'est-ce qui fait la différence ? C'est le prix ? Jusqu'à maintenant, c'était le prix, mais le fait d'avoir consolidé toutes ces sociétés, d'avoir une taille critique, on a créé une ETI. De toutes parts, il fallait convaincre des chefs d'entreprise de se mettre ensemble. C'est pas si simple. Et il faut convaincre les équipes de travailler ensemble, ce qui est encore moins simple. Et maintenant, on peut aller sur le prix. Grâce à ces nouvelles matières retraitées, grâce à ces nouvelles façons de faire, on va être concurrentiel par rapport à des produits tchèques. Et là, on est en train de répondre à des gros appels d'offres. Et je pense que les acheteurs vont y être sensibles, à suivre. Donc, pour bien comprendre, en fait, comme les appels d'offres, c'est le code des marchés publics européen, en réalité, une offre tchèque ou une offre française, c'est pareil. Elle est vue de la même façon, oui, c'est ça. Donc il n'y a aucune préférence nationale. Et comme souvent nationale. le prix, il n'y a aucune. Et ça, pas depuis, ça fait 25 ans que je suis dans le business, ça fait 25 ans que c'est comme ça. Et dans la mesure où 40% c'est le prix, vous voyez que tu peux imaginer qu'on est bien desservi, quoi. Voilà. Donc, mais ce qu'on a fait, nous, on n'a pas pleurniché, on a consolidé, on est devenu une ETI, on arrive à avoir des coûts de production pour aller lutter. Voilà. Maintenant, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il faut que les acheteurs publics, maintenant qu'ils vont avoir les bons prix, acceptent de changer, acceptent de bouger et qu'on remplisse nos usines, quoi. Et quand un acheteur public choisit du matériel de République tchèque versus du matériel français, tu ressens quoi au fond de toi ? Non, mais je suis triste parce que je pense que quand on entend parler de réduire la dette,
un des moyens pour réduire la dette, c'est d'arrêter d'acheter ailleurs ce qu'on pourrait faire chez nous. Voilà. Donc là, on leur propose, il y a une solution pour acheter chez nous, et dans le service public, qui veuille ou non, l'argent est public. Donc nous, on verse des cotisations, on a des niveaux de salaire en France. Voilà, au contraire, je suis content qu'on ait ces niveaux de salaire et ces politiques RSE qu'on a dans nos boîtes. Ben, maintenons-les. Ils auront plus d'argent pour les hôpitaux, donc travaillez avec nous, travaillez avec nous. C'est bon aussi pour vous. Donc c'est ça ce qui me rend triste, c'est que le gars, si la branche sur laquelle il va peut-être gagner 100 € sur un lit, mais il a perdu 1400 € qui ne vont pas en France, qui vont ailleurs. Et ça, c'est dommage. Et tu crois qu'on a encore une vraie préférence nationale en France où tout le monde ferme les yeux sur ce concept? Alors, moi j'ai rencontré Lambert, ministre à l'époque, qui expliquait à des gens de l'ESM, on ne fabriquera plus les couteaux et les fourchettes. Il y a toute une époque délocalisation. Il y a eu toute une époque, Michel Barnier, quand il était à l'Europe, qui m'expliquait, oui, l'Europe est perfectible. Je pense qu'on a franchi une étape. Je pense qu'on réalise qu'on ne peut pas continuer plus loin. Donc, je dirais qu'il y a une sensibilité. Il y a une sensibilité. Mais malheureusement, ils sont corsetés par un code des marchés publics et c'est des légalistes comme nous. On est légalistes, donc on respecte la législation. Et à ce titre-là, je pense qu'entre ce qu'ils voudraient faire et ce qu'ils peuvent faire, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut sensibiliser les pouvoirs publics. Je pense que si les députés étaient mis en concurrence avec des députés indiens dans le cadre d'un appel d'offres, ça les ferait moins marrer. C'est ce qu'ils nous font tous les jours. C'est ce qu'ils nous font tous les jours. Donc je pense qu'il faut qu'on bouge, et voilà, et que les lignes bougent, et que s'en empare. Et ça sera bon pour le pays. C'est pas bon que pour Edgecare. C'est bon pour le pays. Je pense que demain, on peut créer un gros Français qui, lui, va aider à développer, à réduire le chômage, à avoir des conditions de travail, à intégrer. Donc on est une machine à intégrer. On est un vecteur social. J'écoutais l'Inde qui disait qu'elle n'attendait pas de ses boîtes qu'elle soit une multinationale, qu'elle attendait de ses boîtes qu'elle soit un outil d'intégration de souveraineté. On est un outil de souveraineté. Protégez-nous. On met de l'argent sur l'armement en ce moment parce qu'on a peur. Faites pareil pour le médical. Mettez de l'argent sur le médical, on va tout refabriquer et ça sera bon pour tout le monde. 35 milliards d'achats annuels de matériel médical, à peine 10% pour la medtech française. J'enfonce le clou, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu entends je ça? suis triste, il y a encore 2 boîtes bientôt qui vont fermer, que je connais bien, il y en a 3 qui sont fermées l'an dernier. Lesquelles vont fermer? MMO, celles qui vont fermer, je peux pas, j'espère pour eux que ça fermera pas, et donc je peux pas trop en parler, mais je suis triste, quoi, des boîtes comme MMO, faut les soutenir des savoir-faire. On les soutient, on essaie de faire, on se parle. Pas de toi, mais je parle collectivement. C'est plus compliqué qu'il y paraît, donc je pense que la solution aussi est de grossir, pour avoir un poids comme, nous on est à 70, mais il faudrait monter à 100, 150, et réfléchir avec d'autres partenaires à devenir plutôt un 200 millions et de plus gros. Et à partir de ça, dire, OK, on va tout vous faire. Dans un esprit de partenariat, OK, les hôpitaux, vous avez des problèmes d'argent, mais il y a plein de choses on peut aider à faire pour qu'il y ait moins besoin d'argent. Sur les flux, sur pas mal de choses. Et voilà. Il y a une chose peut-être que les acheteurs ignorent, c'est qu'aujourd'hui, on a 1398 medtech françaises, et chaque année, entre les dépôts de bilan et les créations d'entreprises, c'est moins 35 sociétés. Tous les ans, c'est moins 35, moins 35, moins 35. Si on continue dans cette voie, en 2060, il n'y aura plus du tout de medtech française. Et là, il n'y aura plus de garde de prix, parce qu'il n'y aura plus que quelques acteurs majeurs. Et là... Nous, les chefs d'entreprise, on n'a pas à prendre des positions dites politiques. Je ne sais pas où est la limite, mais notre politique, c'est nous, en interne, avec nos personnels et nos collaborateurs. Mais là, franchement, ça déraille, quoi. Je veux dire, voilà, donc je dis... Vous avez des solutions pour la grande collectivité, pour les hôpitaux. Corona a eu équipé tous les hôpitaux français. Maintenant, on est revenu à niveau, on a les produits, la balle est dans votre camp. Le pouvoir public, la balle est dans votre camp. Je ne peux pas me battre tout seul, on ne peut pas se battre tout seul avec nos équipes. Donc je partage ton point de vue, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a un syndicat, le SNITEM, qui... trusté par des énormes boîtes américaines, voilà. Très compliqué. C'est pour ça qu'il faut être plus gros. Donc d'un côté, on devient des ETI et on grossit. Mais le SNITEM, c'est un syndicat national. Oui, c'est un syndicat national, mais c'est... Voilà. Je vais te dire un truc, pourquoi l'Élysée utilise McKinsey? Il n'y a pas de consultant français. Enfin, je veux dire, voilà, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Mais encore une fois, on va revenir sur ce qu'on peut faire, plutôt par rapport à ce qu'on peut faire, et que tu décris très bien. Tout ce que tu décris, c'est vrai. On développe des trésors d'énergie pour, après, reformer les gens pour trouver des nouveaux jobs. Empêche déjà des jobs de disparaître sur des savoir-faire en plusieurs dizaines d'années. Donc je partage son point de vue. La réponse, c'est de créer une ETI comme on a fait avec Edgecare. On a apporté notre pierre à l'édifice, parce que pour consolider 9 boîtes, je peux te jurer que, il faut vraiment beaucoup bosser. Tous les gens en interne, ils bossent beaucoup, quoi. Et à partir de ça, voilà, on l'a fait. Maintenant, on a une solution. Là, tu as l'occasion de parler à Uniachat, à l'UGAP et à toutes les autres organisations qui achètent pour le public. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? J'ai envie de leur dire qu'ils sont timorés. N'ayez pas peur. Ils sont timorés.
Ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur du code des marchés publics, ils ont peur d'être accusés de je sais pas quoi, ils ont peur de prendre un risque en prenant une boîte française, je ne sais pas ce qu'ils ont peur, mais je vois bien que c'est timoré, quoi. Voilà. Maintenant, il y a une volonté, c'est ça ce que je veux dire. Il y a une volonté de leur part que ça avance. Voilà. Et tu le ressens comment, ça, cette volonté de leur part? Ils nous reçoivent, quand ils nous parlent, on voit bien que... Et tu sens que ça bouge? Oui, il y a un esprit citoyen, donc je pense que si on leur fournit des armes pour que ça bouge, notamment les pouvoirs publics, ça bougera. Si tu pouvais proposer une mesure applicable immédiatement pour que les medtech puissent développer leur business en France, si tu étais au gouvernement par exemple, ouais. De décider que le marché des medtech doit être protégé comme le marché de l'armement, comme ils sont en train de le faire, que c'est de la même nature, et d'avoir des partenariats entre des sociétés françaises et des hôpitaux pour qu'on soit dans le même sens, qu'on ne se contre pas une fois tous les 4 ans en ayant notre vie sur le bio, qu'on ne se contre pas, qu'on ait des vrais partenariats ensemble et qu'on puisse avoir de la lisibilité et qu'on développe des solutions qui font que les hôpitaux vont devenir plus productifs avec eux et les patients mieux pris en charge. Et concrètement, ça pourrait se matérialiser Moi, je pense que le code des marchés publics, il faut le faire évoluer. Si on est dans un carcan européen, on ne peut pas. Donc, dans ce cas-là, mettez des critères environnementaux. D'où vient le produit? Par qui il a été produit? Quel est le salaire de celui qui l'a produit? D'accord, mais par exemple, des sociétés américaines qui produisent en France? Là, dans ce cas-là, produisent en France. Okay, donc, le partage est fait en France. Après, il y a d'autres choses sur les transferts price, mais c'est déjà une première étape. C'est mieux que... C'est sûr qu'il y a Donc, ils ne payent pas d'impôts en France. Oui, je sais, mais ça sera mieux que pas du tout de main-d'œuvre en France. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, on est d'accord. Mais ce ne sont pas des sociétés françaises quand même. Je plaide à un convaincu. Enfin, il faut que tu comprennes, David, quand on a essayé de monter, quand j'ai essayé de reprendre Corona à l'époque, ou que j'ai essayé de monter, on est allé voir des venture capital, c'est des familles françaises qui investissent avec nous. On critique beaucoup la finance, des choses comme ça. Heureusement qu'on a ces fonds qui nous aident à monter tout ça. Parce que pour l'instant, l'aide ne vient pas des pouvoirs publics. Voilà. Donc moi, je veux que ça bouge. Pour bouger, des critères environnementaux. Après, toi, tu dis, allons plus loin, où est-ce qu'est la holding? Oui, c'est vrai que quand la holding est en Hollande, comme pour les Tchèques, on imagine que c'est pas pour le Goulda, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pour les avoirs fiscaux. Donc oui, nous, on a une holding en France. Voilà. Donc, tout ça, ça se regarde. Comment l'État français peut le mesurer? L'État français, c'est tout mesurer. Le jour où il va vouloir le mesurer, il y avait eu des critères sociaux proposés par Nicole Notas, ça n'a jamais été mis en place. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Voilà. Moins acheté, fabriqué ici. Et si vous faites ça, tout s'inversera. Maintenant, il faut du temps. Hein. C'est pas... J'ai un pote député qui un jour m'appelle « Tu peux fabriquer des masques ?» Je dis « Philippe, tu peux pas fabriquer des masques comme ça du jour au lendemain. » Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'aussi la culture industrielle revienne et que les gens comprennent que c'est des cycles longs. Longs, pas si longs que ça. Hein. Il faut 2-3 ans pour monter des unités de fabrication. On fabrique plus de tables d'op. Toutes les tables d'op ont disparu. Il y avait LM, Tasserie, tout ça, ça a disparu. On peut refabriquer des tables d'op, et des très bonnes tables d'op. Voilà. Donc des partenariats, des critères RSE. Et à partir de ça, on refabriquera tout ce qu'il faut. Et il y avait 2 outils d'intégration majeurs. Il y avait pour ceux qui rataient leur vie, ils allaient au service militaire, de mon temps. Et il y avait l'usine. En usine, on peut intégrer tout et n'importe quoi. Moi, dans le Cher, tu viens, il y a des personnes de toute nationalité, toute confession, femmes, hommes, tout ce que tu veux. C'est pas le débat, il n'y a pas de débat là-dessus. On bosse tous en se souciant de dire on va essayer de sortir un bon produit pour que les patients soient contents et que pour les soignants, ça soit facile à utiliser. Et ça, c'est une force de l'industrie. Voilà. Et tout ça au même endroit. Tout ça au même endroit. C'est-à-dire on peut les former, on peut donner des cours de tout. Donc, je pense qu'il faut que les pouvoirs publics en prennent compte et se disent on a là un moyen de réduire la dette, on a là un moyen de donner du boulot à des gens qui vont avoir du mal à en trouver pour X raisons. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? J'aurais aimé que tu te demandes pourquoi tu fais ça, toi, à titre personnel. Mais je ne pense pas qu'il faut parler de moi tout le temps. Mais voilà, j'aurais aimé que tu me le demandes. Ben oui, ben alors, c'est une très bonne question. Pourquoi tu fais ça? Je me sens très concerné par la situation du pays et mes collaborateurs et tous les gens que je vois autour de moi. Et je crois vraiment que c'est ça la solution, c'est de réindustrialiser. Et je pense qu'on en parle, mais qu'on ne travaille pas dessus. Donc je pense... Et pourquoi les pouvoirs publics n'agissent pas? Parce que je pense que pour eux, c'est un mot, oui, il faut réindustrialiser, puis ça s'arrête là et on n'en parle pas. Il faut faire la paix dans le monde, bah oui, tout le monde le dit, mais est-ce qu'on ne peut pas avancer? Donc comment on peut avancer? C'est prendre certains secteurs et dire sur ce secteur-là, on va devenir souverain. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics disent on va assurer une souveraineté, on saura faire des choses nous-mêmes. Le fait d'avoir mis des matières végétales, par exemple, c'est pas que je veux faire green friendly, c'est pas ça du tout. Ça va coûter moins de les transformer que du minerai, enfin que du métal, ça va coûter moins d'énergie. On a du bois en France, c'est des matériaux recyclés, recyclables, ça a plein d'avantages. Voilà, donc ça nous amène plein de choses demain, cette façon d'être. Donc on peut refabriquer tout
pour le médical. Il faut que les pouvoirs publics s'en emparent et décident de créer une sorte de task force. Il y a la BPI, ils ont des outils pour que ça bouge, ce genre de choses. Donc voilà. Donc la question, c'est pourquoi tu fais ça? Je fais ça pour ça. Merci David. C'est moi qui te remercie. Bravo super ton émission. Pour ton engagement, et puis bravo pour ton énergie. Je suis super fan. À bientôt dans les usines alors. Ouais. Ce que je retiens de notre échange, c'est qu'il faudrait intégrer dans les appels d'offres la RSE et l'origine du matériel pour enfin favoriser la medtech française.